Tu veux qu'on ferme la fenêtre? Je sais pas, c'était pour si jamais il y a du bruit. Tu veux vraiment? C'est pas que je veux, c'est que je pose une question. Moi, je trouve que ça apporte de la vie, mais après, Bah alors on peut laisser la fenêtre ouverte. après s'il y a vraiment un gosse qui crie ou machin, je vais dire, t'auras raison, ça va me faire chier. Je sais pas quoi faire. Écoute, Dieu vient de Je suis fermer dans une la porte. compréhension. Dieu vient de fermer une porte, il faut laisser la fenêtre ouverte. La fenêtre est ouverte et le nouvel épisode est lancé. Générique. Bah, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Je suis votre humble serviteur, Florian Epp. Bonjour à tous, je suis avec le Gap, Guillaume-André Petit. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va Guillaume? Ça va très bien. Tu te sens bien ce soir? Oh oui. Il n'y a Oh qu'un oui. seul film sur le titre, c'est normal? Bah écoute, c'est normal parce que là, on va parler d'un cinéaste qui, pour nous, est très important. Oui, Déjà, de base, Paul Thomas. Paul Thomas Anderson. Et on pense que, après avoir vu le film, qu'il est important d'en discuter longuement. Voilà. Et de ne pas s'attarder sur autre chose. Voilà. Aujourd'hui, on est dans la PTA Et Week. il est très compliqué de mettre un autre film en face de... C'était possible, mais compliqué. Oui. Oui. Un seul film, mais 3 personnes pour en parler. Et oui. Car nous sommes aujourd'hui avec un revenant. Nous sommes avec Tanguy Bosselli. Bonsoir Tanguy. Un revenant et pas DiCaprio. C'est vrai. Et on tisse des ponts, on fait comme on peut. Hein. Tout est lié, le cinéma est une grande toile. Absolument. Ne tout dit-on à pas fait. le web? Une fenêtre sur le monde. Exactement. Voilà. On parlait de fenêtre. Toi, tu aimes Pitié comme nous? Attends, est-ce que... Parce que moi, je sais que le Gap est aussi un inconditionnel de Pitié. T'es un inconditionnel ou t'es un conditionnel? En règle générale, oui, plutôt partisan de, Ok. de Paul Ok. Thomas Anderson, avec 2-3 limites parfois, mais c'est Oh. pas c'est pas préjudiciable quoi. C'est un Bah, très grand cinéaste contemporain. Ce sera intéressant d'en parler puisque là, je fais un peu de teasing. À la suite de cet épisode sortira un épisode dans lequel tous les trois autour de cette table, nous allons parler de toute la filmographie, revenir sur toute la filmographie de Pitié et classer ces films du moins bon au meilleur. Voilà, ça n'a pas grand... C'est pour l'amour du sport. Ça veut pas dire on va pas... C'est difficile de classer Oui. des films. Mais voilà. On va le faire. C'est surtout une excuse pour revenir sur toute On sa peut filmographie. faire ça pour sûrement l'un des plus grands cinéastes de ce siècle. Mais oui, et c'est son 10e film là en plus. Son 10e film. Donc ça a du sens de faire un Un top top 10. 10. Voilà. Et oui. Et de revenir un petit peu sur toute sa filmographie. Donc on a du pain sur la planche, Et oui, auditeurs parce et que auditrices. avant tout ça, il faut qu'on parle de ce 10e film. Bah oui, le 10e film qui vient de sortir aujourd'hui. Avant ça, vous vous abonnez sur Spotify, Apple Music, Instagram, Drapeau Rouge Podcast, vous mettez 5 étoiles, je le dis plus. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles. Voilà, et C'est maintenant, très important pour nous. on en parle de ce 10e film. Paul Thomas Anderson, une bataille après l'autre. Il est de retour 4 ans après Licorice Pizza. Je sais pas pourquoi tout le monde veut le dire avec l'accent italien d'ailleurs, ce titre. Et que toi. Hein. Non, je te Non, jure, je rigole. plein Oui, de je gens sais. disent Licorice. Plein de gens Oui, disent. je sais pas pourquoi. Bah parce que licorice, ça sonne italien, on dirait. Et pizza, c'est italien en fait, je viens de me rendre compte. C'est vrai. Je viens de me rendre compte que la pizza était C'est italienne. fou ça. C'est dingue, attends, mais c'est pour ça, les mains comme ça. Ok, je comprends, c'est italien la sauce tomate. Bon, La pizza. mais il est de retour, Pitié, avec son film, c'est intéressant déjà d'en parler, c'est son film le plus coûteux, enfin en tout cas gros budget. On est sur un énorme budget pour un film de Pitié, ce qui est quand même très rare. Mm. Lui qui est plutôt dans un circuit américain indépendant, donc à l'échelle bien sûr de nous, petits Français, c'est des budgets énormes, mais pour les films qu'il fait, c'est relativement des petits budgets. Ah, Hollywood. Ah, ça, j'ai adoré, par exemple. Mais donc là, voilà, gros film, gros cast. Leonardo DiCaprio, l'acte manqué de Boogie Night. Oh là là, qui est- je voulais en parler dans l'épisode de Pitié. Mais on en parlera. Mais on en parlera quand même, Guigui, enfin. Oui. Tu pourras. On a la même anecdote, on l'a lu tous les deux. Ben bien sûr. Du foreshadowing. Voilà, c'est du foreshadowing. Et donc Leonardo DiCaprio, Regina Hall, ça c'est un truc. Bon, on en parlera peut-être dans l'épisode de Pitié, mais j'adore. J'ai un truc que j'aime dans Pitié, c'est vraiment le fait que la plupart des seconds rôles de ces films sont
des comiques américains, enfin en tout cas des acteurs issus de la tout comédie. à fait. J'aime beaucoup qu'ils fassent ça. Et à chaque fois, il y a toujours des visages familiers qui repopent. Donc il y a Regina Hall, il y a le grand Benicio del Toro, évidemment. Immense. L'immense Benicio del Toro. On a également l'immense Sean Penn, qu'on adore. Hein. Je dissocie l'homme de l'artiste. Oui. Je déteste l'artiste, j'adore l'homme. On est des cinéphiles. Voilà, déteste l'artiste, j'adore l'homme. mauvais acteur, mais quel grand personnage que c'est Sean Penn. Qu'on embrasse. Mais au Et, moins, là, il a pas eu à faire trop l'acteur pour le coup. Il a pas eu à tenir une caméra des gens dans ce film. C'est vrai que les films qu'il a réalisés sont plutôt mauvais. Hein. Je n'ai vu aucun. J'ai pas vu The Pledge avec Jack Nicholson. Non, The Pledge c'est plutôt cool en Ouais, réalité. c'est bien. Après Into the Wild, bon bah J'aime pas ce film. c'est un film qui a très bien, on va dire. Mais et surtout en fait, le problème d'Into the Wild, c'est surtout qu'il y a eu un film en 2016 avec Charlize Theron qui en fait a rendu en tout cas la persona de Sean Penn totalement risible quoi. Et si vous n'avez jamais vu The Last Face, tentez l'expérience, c'est fantastique. Javier comme Bardem film. avec, non? Javier Bardem, Avec Adèle Adèle Exarchopoulos, Exarchopoulos. Jean Reno. Oh. Voilà, Jean Reno qui s'appelle le Dr Love dans ce film. Donc c'est voilà, qui commence par le fameux carton de les violences dans le monde ne sont rien comparées aux violences faites aux femmes. Donc What? c'est le carton d'introduction de The Last Face. Sean Penn. Mais c'est extraordinaire. Mais The Dingue. Last Face, voilà. Bon, allez, on arrête le podcast, on lance le film. Un- On en parle. 1,1 sur 5 en critique presse sur Allociné. Incroyable. Allez-y, foncez tête Incroyable. baissée. Film le moins bien noté du Festival de Cannes aussi. Donc voilà, c'est Ouais, mais en tout fantastique. cas, bon, ça reste quand même on va dire un grand acteur, C'est un grand une acteur. gueule du cinéma américain assez inoubliable, qui a fait quand même qui a joué dans de grands films. Et voilà. Et qui là joue un rôle sur mesure. N'exagérons pas, mais en tout cas, il est assez dingue dans le film. Donc gros cast, gros budget, gros retour. Est-ce qu'on a réussi, Paul Thomas Anderson? Est-ce que ce retour, est-ce qu'il a réussi ce 10e film? Alors, c'est un film réussi. C'est un Une bataille après l'autre est un film réussi parce que Paul Thomas Anderson ne peut pas faire un film pas réussi. C'est ce que j'ai cru comprendre en revoyant tous ces films-là. Voilà. Mais, Ah. mais, Un bémol? j'ai quelques bémols sur ce film. On va dire que ça va pas être mon Paul Thomas Anderson préféré. Oh là là. Je préchote un peu l'épisode prochain. Mais Il a foutu les pieds dans le plat d'entrée. ah oui, Mais c'est beau, oui. c'est beau. Bon, je vais quand même. Voilà. Pour moi, c'est un très grand divertissement. Ok. Captant ce que sont les États-Unis aujourd'hui, un peu comme l'a fait Eddington cette année. On en reparlera. Avec un pays qui n'a plus rien d'uni. Ça, tu l'as dit, Petite mon blague. pote. Euh, Les États. Mais on n'est pas sur n'importe quel divertissement parce que c'est Pitié qui sait faire du cinéma. Et il y a des idées formelles dans ce film qui sont assez exceptionnelles, mais comme dans tous les films de Paul Thomas Anderson, Mhm. qui fait que ça reste, attention, parce que je vous vois venir avec vos grands sabots, ça reste un grand film. Ok. J'ai juste quelques bémols. Mais je suis tout oui. Voilà. Mais du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a toujours souvent quelque chose d'intéressant dans le plan, dans le mouvement de caméra, la musique utilisée, le piano qui sonne faux pendant de très longues minutes, à la manière de Punch Drunk Love par exemple. C'est vrai qu'il utilise beaucoup de musique dissonante, Ouais. surtout à partir de Punch Drunk Love. Dans Boogie Nights et dans Magnolia, c'est un peu moins vrai. Oui. Mais c'est vrai qu'à partir de Punch Drunk Love, déjà sa mise en scène change. Et il y a cette utilisation beaucoup de musique dissonante dans la BO de ces films. Oui, que tout à j'aime fait. beaucoup. Tout à fait, ouais. Mais ouais, c'est vrai. C'est bien vu. Bah, Pardon. Bonus. bonus. Mais je trouve que ça reste un film mineur chez Pitié. Parce qu'il y a plein de choses dans ce film où je me dis, Paul Thomas Anderson, d'habitude, il fait pas ça. Comme quoi? Bah, je mets les pieds dans le plat. Bah oui, vas-y, on est là pour ça. C'était une émission de Céline Hanouna, ça, je crois, sur Europe 1 à l'époque. Oui, tout à fait. Tout à fait, on embrasse Valérie Benaïm et Jérôme Commandeur, Marc-Antoine Lebray et Géraldine Maillet qui étaient dedans aussi. Enfin bref. Non, mais Qu'est-ce qu'il fait dans ce film qu'il ne fait pas d'habitude et qui t'a embêté? je pense, Thomas, par exemple. La toute fin, tu veux dire? La toute fin, les 10
dernières minutes, 10-15 dernières minutes. Ok. Après la fameuse scène dont on parlera de la route. Euh, pour moi, cette fin est beaucoup trop convenue. C'est vraiment une fin de divertissement états-unien. Cette scène en voix off avec la lettre, pour moi, Ah, ok. c'est insupportable et ça doit pas arriver chez Paul Thomas Anderson. Ok. Je te Ouais. trouve dur, mais j'accepte. Hein. C'est pareil pour la dernière scène. Alors, je sais qu'ici, il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais mais la dernière scène avec Sean Penn, Le nazi gazé. oui, mais oh là là. Là, pour le coup, il prend vraiment ses gros sabots et bon, c'est pas. Moi, enfin, je trouve pas ça pertinent. Mais bon, Ok. après, encore une fois, globalement, le film, je trouve que, encore une fois, que c'est un grand film. Euh, c'est assez exceptionnel dans sa forme. Bah écoute, je donne un petit droit de réponse à notre ami Tanguy Droit de réponse. Bosselli. C'est obligatoire, hein, le droit de réponse est obligatoire, sinon on se fait Ah oui. attaquer par les avocats. Ah oui, ah oui. Bon, d'accord. Mais du coup, qu'est-ce que t'as Bonjour arrêté Guillaume Play. Alors, non, alors, oui, je considère aussi que c'est un grand film. Pour aller plus loin, c'est un film donc, que j'ai vu 2 fois en salle, que j'ai eu de la chance de voir donc 2 fois dans 2 salles qui, je trouve, en tout cas, rendent honneur au film, même si en France, malheureusement, on n'a pas le format tel que le souhaitait Paul Thomas Anderson. C'est vrai qu'il a été tourné en VistaVision, 70 mm. Enfin, en tout cas, il y avait des copies IMAX 70 mm aux États-Unis, à Londres, je crois aussi. Oui, Et tout à fait. on n'a pas eu ce genre de copie en France. Est-ce qu'on a un cinéma en fait, ça me fait plaisir que tu sois là pour. Toi, tu dois avoir la réponse à cette question. Donc, Est-ce qu'on donc, a un IMAX potentiel en France? alors, on n'a pas. Non, un vrai, je veux dire, parce Alors, qu'il y a des pâtés qui font de l'IMAX. un vrai IMAX. Alors, sur Paris, non. C'est-à-dire qu'il y a 2 salles dites IMAX parce qu'elles ont elles sont brandées. Ouais. C'est un naming, quoi, en gros. Elles sont brandées IMAX. Donc, il y a le Disney Village, effectivement, et il y a le Pâté au Quai d'Ivry. Donc Ok. là, je parle vraiment à Paris. Autrement, en France, il y en a un, je crois, le format est plus proche, mais c'est pas tout à fait IMAX, c'est à Montpellier. Ok. C'est l'autre salle IMAX qui existe en France. Autrement, si vous voulez du vrai cinéma IMAX, il faut aller, je crois, soit en Belgique, soit en Angleterre. Je crois qu'en Belgique, il y a une salle IMAX. Oui, il me semble que je voyais des gens à l'époque sur Euh, Twitter aller en Belgique pour aller voir des films de Nolan. Les ouais, temps changent. Les temps changent, tout à fait. Les temps changent. Oui. Et Autant Et- des jupes culottes, j'étais cool à l'école, pardon. voilà, On embrasse MC Solar qui. bien sûr. Claude, tu es le bienvenu ici. Et, oui. Bah oui. Et, et donc, voilà. Après, si que les haters viennent répondre en commentaire si j'ai tort. Mais voilà. Mais dans tous les cas, voilà, je l'ai vu dans 2 salles à Paris, du coup, qui je trouve rendent plutôt hommage au film. La première, c'est le Pâté Beaugrenelle, et la deuxième, un cinéma qui fera plaisir à une personne autour de la table. Bonjour. Le Max Linder Panorama. Voilà, le Max Linder Panorama, qui sont 2 salles à Paris, qui je trouve rendent vraiment hommage au film, que ce soit autant pour le son que pour l'image. En fait, ça m'a conforté dans l'idée que je pense que c'est le plus grand film que j'ai vu de ces 5 dernières années, en fait. Je pense que c'est un très grand film. Je trouvais très marrant que la BBC ait annoncé en début de décennie que There Will Be Blood était le 3e film le 3e meilleur film du 21e siècle. Fallait peut-être attendre. mais Oh mais là. voilà, au-delà de ça, il y a des questions en fait, il y a énormément de questions durant le visionnage du film qui me sont venues en tête sur beaucoup de points. Et la première question, c'est finalement qu'y a-t-il dans ce film qu'il n'y a pas dans les autres films de Paul Thomas Anderson? Et en fait, je sais pas. C'est-à-dire que tout ressemble vraiment à du Paul Thomas Anderson. Et même si c'est son projet le plus commercial, je trouve que c'est exactement un film construit comme les autres. C'est-à-dire que c'est Ouais. un film qui donne l'impression de commencer par la fin, par exemple. Oui. Et ça, c'est toujours des trucs qui me fascinent chez Ouais, Paul c'est Thomas vrai. Anderson. Mais après, pour reprendre ce qu'a dit, je suis un peu d'accord avec Guigui, c'est vrai qu'on a un happy end, une sorte d'happy end, parce que tout n'est pas rose, hein. Même dans cette fin hein, qui se veut assez heureuse, on a un happy end qui est quand même qui est pas ce que fait Pitié d'habitude. Et c'est pas tant un happy end que ça. Non, mais c'est pas un happy end, mais en fait, c'est la façon dont c'est. En fait, tu quittes, je trouve, enfin, en tout cas pour ma part, moi j'ai quitté la salle avec un sentiment vraiment
un peu galvanisé par le film et ah oui, en fait, enfin, il y a vraiment de l'espoir à la fin de ce film. Il y a une note d'espoir, Mais mais moi, c'est pas une happy end. Non, mais la je suis note d'accord, d'espoir. mais c'est là où je caresse Guigui pour le gifler ensuite. Faites ce que vous voulez entre vous. On a une relation. Revoir le premier film de Pedro Almodovar. Non, mais. euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que je trouve que, certes, il y a une sorte de happy end qu'il n'y a pas d'habitude dans les films de pitié. Je ne trouve pas, pour autant, que ce soit un mauvais point pour le film. Je trouve qu'au contraire, on a un souffle nouveau dans la façon de faire des films de pitié qui me plaît. Et c'est peut-être américanisant si tu veux, tu vas te mettre. Moi, ça me plaît moins. Mais oui, mais. Parce que moi, je suis même pas contre une happy end, en fait, parce que pour moi, la fin parfaite, il aurait dû couper sur la route, à la fin de Sur la route. Ok. Et qui aurait été une happy end. Le père qui retrouve sa fille, Mhm. tout se passe bien, Oui, oui. voilà. Donc c'est pas vraiment le côté happy end, c'est plus, encore une fois, la manière, enfin la lettre, la voix off, on l'a vu 40 000 fois dans le cinéma. Et encore, Moi, je suis d'accord sur la lettre. et encore 40 000, je pense que je suis gentil. 40 000 fois, et ça, je trouve cette scène insupportable. Alors, encore une fois, je dis pas que ça me gâche le film, Mm. mais ça reste un bémol où je me dis, bah, Paul Thomas Anderson, d'habitude, il fait pas ça. Alors, est-ce que c'est plus pour le côté, comme on en parlait un peu avant l'enregistrement avec Tanguy, mais est-ce que, vu qu'il disait que c'était son film commercial, Mm. est-ce que c'est pas pour appuyer là-dessus, parce que c'est exactement le genre de scène, le genre de fin que ferait tout film commercial. Je suis d'accord, mais après je trouve qu'il a quand même réussi. Moi, ça me dérange pas. Je suis même, je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça bien. Je trouve ça intéressant qu'il ait réussi. Là où je trouve vraiment le tour de force de Paul Thomas Anderson sur ce film, c'est d'avoir, sans sans se vendre complètement, comme tu disais Tanguy, qu'il a fait un film. C'est un film de Paul Thomas Anderson dans son essence, quoi. Il y a pas, il y a pas plus pitié que ce film-là, quoi. Tout est là, tous ces thèmes sont là. On a en même temps un renouvellement de son cinéma constant, des nouveaux plans qu'on n'a jamais vus, des mouvements de caméra qu'on n'a pas vus, des décors qu'on n'a jamais vus, filmés d'une manière qu'on n'a jamais vue. Et il a réussi à mettre tout ça dans un emballage grand public. Je trouve. Je pense que n'importe qui peut aller voir ce film et passer un bon moment, pour le dire vulgairement. Tu vois, je pense qu'il a réussi à faire un truc vraiment rassembleur, avec certes des petites concessions de narration où voilà, il y a cette voix off de Teyana Taylor qui est un peu. Moi aussi, c'est le moment de la lettre, il m'embête un peu. Mais je trouve que malgré tout, il a réussi à garder. Il nous dévoile pas non plus beaucoup sur son personnage. Il garde le mystère sur le personnage de Perfidia Beverly Hills. Et donc, il amène cette petite séquence émotion qui peut paraître un peu forcée. Il y a le piano, il y a Teyana Taylor qui le joue dans la voix off avec vraiment la gorge serrée. Are you happy? Are you happy, my girl? Bah, c'est aussi parce que c'est pas une actrice à Non, la base, après, elle joue bien, Teyana Teyana Taylor, Taylor. donc voilà. Non, mais c'est pas sa faute. Je pense que c'est comme ça que. Je dis pas qu'elle le joue mal, hein, je dis juste que c'est tourné pour être premier degré dramatique, très triste, quoi, comme. Enfin, ou en tout cas émouvant. Donc je suis d'accord. Mais je pense qu'il a quand même réussi à garder le cap et à quand même faire un grand film. Alors, il y a des choses pour lesquelles je peux vous rejoindre, effectivement, que la voix off à la fin soit lourdeau. C'est un fait, effectivement, et que ça vienne soutirer l'émotion aussi. Absolument. Après, je trouve que ça sied complètement à ce qu'est le film, à savoir une espèce c'est une très longue course-poursuite pendant 2h30, quoi. Ouais, c'est dingue. C'est un film qui n'est fait que de filatures. Et en fait, c'est le seul moment où on voit le personnage joué par DiCaprio pleurer, complètement s'effondrer. Et c'est le moment, du coup, où véritablement le père et la fille s'enlacent dans le film. C'est le Oui. seul moment du film. Et en fait, je pense que ça sert à ça. Et après, moi, je suis pas connaissant Paul Thomas Anderson et surtout le caractère qu'il a, je ne suis pas sûr que ce soit des concessions. Je pense que ce type a eu le final cut, Non, qu'il non, l'a non. négocié dès le départ et qu'il Je- a dit c'est comme ça et Bien pas sûr. autrement. Non, moi je disais une autoconcession. Tu vois, une sorte de lui-même se dire, ok, là j'ai l'occasion de faire un gros. Parce qu'il faut savoir, faut se rappeler aussi que Paul Thomas Anderson, à la base,
c'est quand même un mec qui est dans le cinéma de divertissement, Oui, qui oui. apprend le cinéma, qui découvre le cinéma en tout cas par le cinéma de divertissement, par Les Dents de la Mer, Spielberg, Ah oui, Terminator, oui. James Cameron. C'est... C'est un gars qui adore la culture populaire. Je parlais tout à l'heure de souvent les seconds rôles qui sont tenus par des acteurs comiques ou des comédiens ou même des stand-uppers, tu vois. Je pense que c'est un mec qui est vraiment dans sa tête, pour le dire très très vulgairement, mais consommateur de culture mainstream, quoi. Il y Le a... réveil sonne. Oui, oui, effectivement. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis, à un moment, il se dit, ah, peut-être que là, j'ai le moyen de faire un vrai film populaire, entre guillemets familial, encore que, hein, le film est... Et qui se dit, bon, bah, je vais y aller, quoi. Je vais faire cette fin un peu plus classique, on va dire, un peu plus émouvante. Et peut-être que lui, il a un moment de sa vie aussi où... il est à un moment de sa vie aussi où... bah, ça le touche, quoi. Il a envie de donner de l'espoir, il a envie de parler de la jeunesse, lui-même est père et du coup a envie de parler de ce rapport qu'il a avec ses enfants. Et malheureusement, ça passe par des trucs un petit peu Ouais. cotonneux. Non, mais je trouve ça juste dommage. Mais bon, on va pas faire. Après, tu n'as pas de cœur. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Tu es cold as ice. Non, mais bon, on va pas parler 50 Non, parce que minutes c'est de du cette fin, pinaillage. mais voilà. Parce qu'encore une fois, ça reste un très grand film. Et Bah, voilà, bien donc sûr. si vous voulez parler. Mais reprenons reprenons. du début. Reprenons Parce que après là, on a ce commencé bémol. par la fin, à oui. l'instar de Pitillé. À Mais- l'instar de mais Pitié, bien sûr. absolument. On est allé in Absolument. medias res dans l'action. Mais c'est vrai qu'à la base, le film, déjà c'est adapté d'un roman de Thomas Pynchon. Et c'est le deuxième paramètre pour la voix off. C'est le fait que ce Ouais. soit adapté de Thomas Pynchon. Rappelez qu'il a fait un autre film Oui, adapté ouais. de Thomas Pynchon qui comprenait déjà une voix off. Et la voix off de est l'oracle. relou. Oui, Dans Inherent Vice. oui, oui, mais je pense je- que c'est le paramètre en fait. Oui, oui, oui. C'est- Non, mais je suis d'accord. Et mais... surtout que Thomas Pynchon a la réputation d'un romancier nébuleux. Ouais. Voilà. Alors, pour le coup, Une bataille après l'autre n'est pas une adaptation fidèle de Vineland. Non, je suis en train de le lire là d'ailleurs, et c'est vrai que ça n'a. Mais Vineland, pour le coup, est beaucoup plus. Bizarrement, Vineland est beaucoup plus pitiesque. On va dire c'est beaucoup plus le jeune Pitié qui aurait pu faire ce film-là adapté à la lettre que là, ce qu'il a fait avec Une bataille après l'autre, quoi. C'est vrai, mais bon. Mais c'est super, hein. Pardon, je t'ai coupé. non, 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 je ne l'ai pas lu, donc je veux bien, Oui. je veux bien te croire. Mais eu égard à Inherent Vice, où il pouvait y avoir 3 pages sans point, bon, ben voilà, ça indique un peu le côté très nébuleux et enfumé Ouais, ça part dans tous les sens. de Spin, quoi. Oui, et donc pour revenir, et donc pour commencer par le début qui est une fin, je trouve que finalement, comme tous les films de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre parle d'une révolution. Et la question de la révolution, c'est pas au sens politique tel qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui d'un point de vue contemporain, ou comme 1789, voilà. C'est dans le sens physiologique de faire une révolution, c'est faire le tour. C'est terminer une révolution, c'est un astre qui fait le tour complet du point avec lequel il gravite. Et en fait, Une bataille après l'autre, c'est exactement ça dans les questions de cycle de révolution. C'est que finalement, le début du film, c'est la fin d'un cycle de révolution, et que la suite, donc la question de la filature, etc., c'est la manière d'entamer la nouvelle révolution par le personnage de Willa Ferguson. Et en fait, de cette manière, cette espèce de cheminement, qui est aussi, je pense, un cheminement psychologique pour le personnage, c'est une manière aussi d'expliciter, justement, la personnalité de Perfidia à l'aune de ce qu'elle a pu vivre en amont. Et je pense que c'est exactement ce pourquoi je pense que la fin est géniale, c'est que finalement, elle pointe exactement là où on commence avec Teyana Taylor. Et moi, je trouve que en ça, structurellement, c'est un film parfait, mais vraiment parfait, quoi. Oui, Et c'est pour ça que finalement, beaucoup de gens disent que c'est un film qui est aseptisé politiquement, ou du moins qu'il semble parfois la fétichiser au lieu de l'investir. Et je pense justement que ça, c'est c'est une fausse piste de Paul Thomas Anderson, étant donné qu'en fait, les personnages secondaires sont les héroïnes du film. Ouais. À l'inverse de DiCaprio, qui est le personnage principal, mais qui n'est jamais le héros du film. C'est quelqu'un qu'on suit, mais qui est passif tout le long. Il subit tout ce qui se passe dans le film. Ouais. Premier plan, on voit DiCaprio dans le film. Il est en retard. Ouais. Il arrive en retard, tout le monde est déjà prêt,
Et lui, il a l'air d'arriver, Oui, c'est pas ce qu'il doit faire et c'est Teyana Taylor qui lui dit ouais, voilà. fais des feux d'artifice. Voilà, devient ghettopathe. Enfin, Mais c'est intéressant aussi parce que c'est vrai qu'il est totalement ça à fond, mais qu'en même temps, là où le film de Pitié, je trouvais assez beau, c'est qu'il dit que l'amour qu'il avait pour sa fille, finalement, c'est cet amour-là qui lui a donné les armes pour s'en sortir. Donc c'est pas ce qu'il a pu lui apprendre, c'est-à-dire parce qu'il lui a, on sent que ça n'a pas été un père très utile dans le sens où il était constamment en train de fumer, boire, ne pas être là, ne pas être présent, mais il a apporté cet amour à son enfant qui lui a, en fait, il lui a transmis un petit peu aussi, même avec il a un peu menti à sa fille en lui disant que sa mère était morte C'était une héroïne. en héros, machin. Mais en fait, en l'éduquant avec ce modèle-là, il a réussi à instaurer en elle justement ce côté révolutionnaire que Perfidia Beverly Hills avait. Et ce que dit Sean Penn au moment où c'est en ça aussi que le cinéma de Paul Thomas Anderson est incroyable, c'est que tous les personnages sont multiples. C'est-à-dire que Sean Penn, qui est une énorme merde, on peut pas faire plus horrible, plus monstrueux que ce gars-là. Bah si. C'est ça le problème. Oui. C'est le problème du film, justement. Enfin, Mais c'est le problème, pardon. C'est ce que raconte le film. Il y a cette scène où il est dans la voiture avec Willa, avec donc la fille, et la fille lui dit ma mère était une balance, et lui il dit non, ta mère était. C'était la défenseuse des libertés. Tout à fait. C'est génial. Et en fait, c'est fou que ce gars qui est à l'opposé politiquement, enfin, voilà, qui est vraiment une horrible ordure, suprémaciste blanc, raciste, etc., fétichiste, machin, bah, en fait, il réussit à capter que même si le personnage de Perfidia a balancé, elle a fait une connerie, elle a abandonné elle a trahi, en fait. Mais malgré tout, elle n'est pas ce que le personnage de DiCaprio, de Sean Penn et de la fille, donc des gens qui aimaient cette personne, refusent de la définir comme par ce truc qu'elle a fait de mal, quoi. C'est-à-dire que oui, elle a trahi, oui, elle a fauté, mais au fond, c'était quand même une femme avec des convictions, qui a fait des grandes choses, qui étaient importantes, quoi. Et du coup, en instaurant ce récit-là dans la tête de son enfant, du coup, le personnage de DiCaprio réussit à lui donner les armes pour qu'elle s'en sorte. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve que c'est... Donc oui, il subit, oui, il est nul, il sert à rien. À la fin, la course-poursuite, qu'il soit là, qu'il soit pas là. En fait, ça change rien. La fille se débrouille toute seule, machin, mais elle se débrouille toute seule aussi. Et c'est parce que peut-être il a souvent laissé se débrouiller toute seule dans sa vie, involontairement parce qu'il n'était pas là. Mais le fait qu'il ait été comme ça l'a rendue indépendante aussi. Ce qui plane sur toute la filmographie de Pitié, d'ailleurs. Les pères, les pères et les mères absents qui laissent les enfants se débrouiller comme ils peuvent, qui doivent se débrouiller comme ils peuvent et qui se démerdent, voilà. Donc, en fait, pour compléter ce que tu disais sur Sean Penn, comme quoi elle était lui il disait que c'était une défenseuse des libertés, et de fait DiCaprio dit la même chose à sa manière. Ça pose aussi en fait une question, et finalement une question où j'ai l'impression que personne ou peu de gens se sont posé la question. Finalement, DiCaprio, qu'est-ce qu'il en sait de la Révolution ? C'est que du coup la mère de Perfidia à un moment lui dit toi tu es quelqu'un de fixe, tandis que tout le monde bouge, et elle dit je ne comprends pas ce que tu fais avec ma fille. Et au moment où il s'en va, le bouquetin, le hillbilly goat, lui dit Welcome to the real world. Et il y a un côté en fait où DiCaprio, il est révolutionnaire, oui, d'une certaine manière, puisqu'il a participé activement, voilà. Mais quel était son but premier ? Et finalement, c'est la question à laquelle le film ne répond jamais. Et donc, est-ce qu'il avait un idéal ? On le sait même pas. On sait même pas pourquoi il est là. Et d'une certaine manière, Sean Penn, c'est un peu la même chose. Et c'est là où la fétichisation de la politique c'est pas tant dans le point de vue de Paul Thomas Anderson que dans le point de vue des personnages. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont confondu, et il y a une confusion, je pense, entre le regard du film et le point de vue des personnages du film qui est totalement différent. DiCaprio, comme il le dit, il est cramé, il est un peu idiot, il comprend les trucs 3 heures après tout le monde, il a oublié les codes du manuel, il insulte des gens juste parce que c'est de sa faute. Enfin, c'est quelqu'un qui est totalement à l'ouest. Même au départ, dans la première partie du film, quand ils sont jeunes, quand ils ont du coup, quand Willa naît et qu'elle est bébé,
et que Perfidia veut partir faire des révolutions. Il lui dit non, on a un enfant maintenant. Oui, oui. Un air de dire arrête tes conneries, ça c'était bien quand on était jeune, mais nous Ouais, maintenant il on veut doit la élever un brider. gosse quoi. C'est vrai que je pense qu'il n'a pas. Il n'a pas de profondeur politique. Non, même la scène où va rencontrer la Après, prof et qui lui dit ah il y a Benjamin Franklin, vous savez que Benjamin Franklin il avait des esclaves. On dirait un peu tu sais ces gens qui apprennent la politique sur Twitter et qui des fois te sortent des trucs comme ça à des moments inopportuns qui servent à... tu vois là, il a dû ça le- sert à rien de dire ça à la il a prof dû- quoi. il a dû le lire dans le manuel. Oui voilà, il se rappelle de ça, oui Benjamin Franklin Mais était du coup, quand il regarde la bataille d'Alger, tu penses que c'est par rapport à ça aussi? Oui. C'est du fétichisme. Il se Oui, dit, c'est je oui, regarde la mais c'est bataille oui, mais d'Alger c'est un, ouais, parce c'est que. un fétichisme de la révolte. Après, ça peut être aussi dans le roman en tout cas, il y a beaucoup plus d'aigreur vis-à-vis de ces hippies là des années Ouais. 70, de ces révolutionnaires qui ont direct. Après, on peut pas dire que Paul Thomas Anderson, il a pas l'air de tellement aimer ses personnages. Ah, moi je trouve que si justement. Ah ouais? Bah, je trouve que Ah, justement, moi, je trouve pas. Hein. c'est pas qu'il les aime ou qu'il les aime pas. Je trouve qu'il nous montre vraiment en quoi ce qui les a fait changer et du coup il ne les juge pas en fait. C'est totalement entendable que tu arrêtes la révolution parce que t'as un enfant. Oui. Tu Ah, vois, ça, là-dessus, pour oui. t'occuper du bébé. Après, DiCaprio, c'est un personnage dans le film. C'est un personnage. C'est limite. C'est le personnage principal, mais c'est limite le comic relief du film. Le vrai révolutionnaire dans l'histoire, c'est Benicio del Toro. Ah, mais C'est Sensei Sergio. Le vrai révolutionnaire, celui qui n'en fait pas des caisses, machin, mais qui va au contraire est un vrai point d'ancrage de sa communauté dans la ville, qui va lui faire vraiment des trucs pour les autres autour. Mais lui, par contre, ça se voit par contre qu'il aime son personnage avec Benicio del Toro. Là où les personnages du début, c'est un peu bon, vous êtes jeune, vous faites ça, vous êtes un peu con quoi. Moi, je le vois comme ça. Bon, après, ça Je pense pas n'empêche parce pas. qu'il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même une noblesse dans la façon dont il tourne les moments où il. Enfin, il y a une vitalité en fait. Ouais, je sais Peut-être qu'il y a pas. pas. En fait, mais je trouve que s'il y a Moi, pas je de. trouve que c'est un peu. Comment dire vous voyez, vous faites ça, mais à un moment donné, ça va vous retomber sur la gueule et vous allez finir ou mort ou en prison. Quoi. Non, mais c'est pas vous faites ça et ça va vous retomber sur la gueule. C'est vous avez fait ça, ça vous est retombé sur la gueule. Le film commence. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, le film, en fait, c'est un fait. C'est-à-dire qu'on parle d'une période où les révoltes américaines qu'il y avait à l'époque se sont pris Reagan, Ah oui, oui, pris. totalement. Voilà, ont échoué. Et où, du coup, la plupart, à l'instar d'ailleurs des 68 arts de l'époque, on parlait de ça déjà dans un épisode il n'y a pas longtemps. Putain, bah oui, on parlait de Cohn-Bendit là. Oui, on a pas de C'est vrai que le Cohn-Bendit a été name drop dans Drapeau Rouge. Mais de fait, ces gens-là sont devenus soit des mous du genou toxicos qui ne font plus rien dans Ouais, des oui, caravanes au fin fond de la Californie, ou sont devenus les fils de leurs parents et se sont trouvés un job, ont fondé une famille et sont devenus voilà, les Américains classiques que eux-mêmes défendaient. Donc lui, il parle de ça, et là où en fait, peut-être qu'il n'aime pas, ou en tout cas qu'il juge ses personnages, je sais pas, mais il met l'accent sur le fait que un avenir est possible, justement, avec cette fin que tu n'aimes pas. Il y a un côté... Pourquoi pas. Mais non, moi je pense sincèrement que ça reste quelque chose pour créer son histoire, ça reste quelque chose juste de purement narratif et qu'au final c'est révolutionnaire. Enfin, il montre pas grand chose de radical hein, dans Bah ces- non, mais c'est pas... Après, franchement, attendre un Non truc mais non un non, attention. politique d'un Américain, c'est... Ah non mais bien sûr, mais attention, je dis pas que C'est c'est des ce que Américains, ils ne peuvent pas. Je dis pas déjà, mais je dis pas que c'est ce que je veux voir, mais je dis que politiquement, Paul Anderson, Paul Anderson, Paul je Anderson. l'ai renommé. C'est un réalisateur porno. C'est vrai, c'est vrai. Mais Paul Thomas Anderson, bah, il s'intéresse pas vraiment à ces personnages-là parce que je pense qu'il s'en fout et qu'il les aime Non, il s'en fout pas. Je pense pas qu'il tant. adapte le roman de Pynchon, en fait. Et que c'est une...
J'allais dire une toile de fond, c'est pas une toile Bah, de du fond, coup, c'est mais ce que ça rejoint ce que je dis, ça reste une toile de fond pour après développer le reste du film. Mais après, je dis même pas ça en mauvais. C'est même pas. Je suis pas sûr qu'ils s'en foutent tant que ça. Après, s'en foutre et s'en foutre, je pense qu'il y a des nuances, mais je pense que la fin du personnage de Alana Haim, qu'on voit très peu dans le film, Mhm. il y a quelque chose quand même qui fait état de sidération, c'est-à-dire que ça laisse pas indifférent non plus. Oui. Et d'une Mais certaine manière, je pense que s'il ne s'intéressait pas vraiment aux terroristes, aux révolutionnaires en tout aïe cas. aïe aïe aïe. Euh, Oula. Non, pardon. tu viens de te placer Oui, oui, politiquement. oui, oui, pardon. Mais ils sont désignés comme ça dans le film. Alors, Oui, Tanguy, pardon. Tu es d'un drapeau rouge ici. Ouais, bon, c'était mon dernier podcast. Et nous avons Vous Charlie retrouverez- Kirk dans drapeau rouge. Vous retrouverez mon procès sur Twitch, sur la chaîne d'Hugo Massier. Voilà. Et non, sur le Jean Massier d'ailleurs, pardon. Oui, c'est Jean Massier. Oui, c'est Jean ça, Massier. la- je ça- crois. un Hugo mélange Travers et Jean Massier. Hugo Déclive, c'est Ouais. Mais voilà. l'enfer. Non, et en fait, je pense que si il s'intéressait pas tant que ça aux révolutionnaires, il ne prendrait pas le temps, je pense, de nommer les lieux qu'ils attaquent, par exemple. Tu vois qu'il y a un carton au début qui indique qu'ils attaquent un camp. Comment ils appellent ça, je sais plus. Enfin, c'est un camp de transit vers Oui, mais ça, des c'est juste. immigrés, quoi. Pour moi, c'est juste pour Mais- présenter et poser le personnage de Sean Penn. Mais. Pas que, puisqu'après ils indiquent quand même où est-ce qu'ils vont poser des bombes, dans quel ministère ils posent des bombes, etc. Donc c'est pas. Et là, pour le coup, le personnage de Sean Penn arrive à la dérober, mais c'est pas le principe même initial, quoi. Justement, c'est fait pour créer la surprise. Oui, puis il y a des scènes aussi où on voit les militaires marcher, se balader à travers les camps d'immigrés. Et je trouve que la caméra reste beaucoup sur le fait qu'il il y a des enfants en cage qui jouent. Enfin, je veux dire, alors, j'en demande pas beaucoup politiquement, tu vois, aux Américains ce que je dis, mais le film sort à une époque où ça se passe, tu vois, il y a la ICE, qui est l'immigration américaine, qui sont littéralement en train de faire des rafles aux États-Unis pour choper Oui. les immigrés mexicains et tout. Filmer ce plan-là et le faire durer aussi longtemps, bah, je trouve que politiquement, c'est intéressant, tu vois. Je dis pas qu'il y a rien. Non, C'est non, comme, mais- c'est comme la scène de, comment dire, de manifestation avec le flic infiltré. Oui, voilà. Le flic infiltré qui va balancer un cocktail Molotov. Oui, voilà, ça Évidemment aussi. que ça veut dire quelque chose, mais en fait, là, je suis plus en train de. Encore une fois, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, je dis pas que c'est mauvais, ça n'enlève rien au film. C'est pas le souci. Mais je fais un peu le procès de beaucoup de personnes qui pensent que c'est un manifeste politique. Ce n'est pas du tout le cas. C'est pas un manifeste politique au sens que Paul Thomas Anderson l'avait dit lui-même. Voilà, il y a une interview dans son dossier de presse, du coup, à Paul Thomas Anderson, où on lui posait la question qu'est-ce que vous pensez de votre film par rapport à l'époque actuelle, etc. Et Paul Thomas Anderson avait clairement dit mon film n'est pas un film contemporain. Et je pense que c'est et je trouve d'ailleurs finalement que ça se ressent dans le film. Pas tant qu'il ne raconte pas quelque chose quand même de contemporain, puisque finalement il y a des Mhm. choses dedans qui ressemblent un peu Bien sûr. à notre époque. Et puis Téléphone bien sûr, mais c'est quand même un film qu'on ne peut pas situer précisément en année. Au contraire, par exemple, de Licorice Pizza, où il y avait les flashs d'infos télé, etc. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, et d'une certaine manière, c'est aussi pour ça, je pense que ça parle de révolution et de cycle de révolution, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, l'histoire est vouée à se répéter, et qu'à la fin, du coup, pour revenir à la fameuse lettre, Tiana Taylor ne lui dit pas on se reverra quand le monde sera bien, elle lui dit on se reverra si le monde va mieux. Et donc, d'une certaine manière, il y a quelque chose toujours de laissé en suspens. Et surtout, en fait, sur les questions de... Donc, du coup, on parlait d'Eddie Van Halen, etc. C'est aussi parce que, finalement, les révolutionnaires ne sont pas forcément caractérisés par rapport à ce qu'ils font, mais aussi face à qui ils sont. Et le personnage de Sean Penn, d'une certaine manière, donc le fameux Stephen G. Lockjaw, d'une certaine manière, en fait, fait sa révolution aussi. Mais le contraire des autres, c'est que la sienne est devenue de plus en plus légale. Une révolution cruelle, violente, totalement légalisée.
avec ce fameux club occulte des aventuriers de Noël. On peut Les aventuriers de on peut Noël. déflorer le film, je pense, aujourd'hui. C'est un club de suprémacistes blancs. C'est quelle trouvaille aussi ce nom Mais c'est magnifique. magnifique. C'est magnifique. Exceptionnel. Le fait, et, le fait que pour se dire bonjour, il se dit joyeux Noël, c'est pas du tout Noël. et, C'est, et, c'est- que- et- oui. c'est- Et oui, qu'il faut c'est- prier Saint-Nicolas. enfin, ça, c'est une trouvaille, mais exceptionnelle aussi. Et voilà, et je pense que ça aussi, ça se permet de décrire le personnage de Sean Penn et pas forcément le personnage des révolutionnaires. C'est le côté l'ennemi de l'intérieur, totalement validé par tout le monde, et surtout de plus en plus. C'est-à-dire qu'au début, il est validé, sauf que quand on le voit dès le départ assez passif, on se dit, ce mec, enfin, ok, il y a un truc dans ses yeux de bizarre et on sent que ça va pas bien se passer. Mais d'une certaine manière, en fait, c'est un type qui a toujours été dans la loi et qui, à la fin du film, on se rend compte que c'est un type, c'est un pauvre. Enfin, on n'a pas de l'empathie pour lui, évidemment, parce que c'est un sombre personnage. En revanche, sa caractérisation, sa trajectoire est une tragédie, d'une certaine manière. Et C'est un puis, pauvre type. et puis je suis vraiment pas d'accord sur le fait. Je trouve que les personnages de révolutionnaires, ils sont pas du tout les personnages qu'on suit dans la première partie du film. Ils sont montrés comme ayant la vitalité avec eux. Tu vois, c'est des gens qui aiment, ils s'aiment, ils rigolent, ils s'amusent. On le voit dans le film, Paul Thomas Anderson, les films en train de... Tu vois, ils sont tout le temps en train de s'embrasser, en train de faire l'amour, en train de rire, de prévoir des trucs. Là où, de l'autre côté, on a un camp qui est totalement froid, tu vois, qui agit uniquement par calcul. En fait, ils ont... là où je pense que Paul Thomas Anderson, je sais pas s'il aime ou pas ses personnages, mais là où lui, il décide de montrer que l'amour est dans le camp des révolutionnaires, en tout cas. Que peu importe peu importe la finalité de ce qu'ils ont fait, de l'utilité politique qu'ils font, en tout cas, ils le font en tant qu'être humain. On sent que la caméra est avec eux. Et je trouve qu'à chaque fois, même DiCaprio, même s'il fait beaucoup de... comme je dis, il est filmé comme un comic relief, il est souvent ridiculisé, on comprend qu'il sait pas où il va, on sait pas ce qu'il fait. Non, mais, d'ailleurs, on peut le citer comme mot donné quand il dit putain de progressiste. Donc c'est là que tu vois que oui, il est plus du tout là-dedans. Enfin, Non, mais il ça, a après, déjà je été, pense que c'est comme nous, tu vois, c'est comme quand il y a c'est comme des gens, des ultra-gauchistes qui traitent les... Décidément, il se passe quelque chose ce soir. Non, mais tu vois, par exemple, des fois quand... Ça y est, on a été racheté par Bolloré. Ça y est. Non, mais Tu m'as pas prévenu, Flo. des fois, tu vois, on mais se oui, moque non, des mais gens je du suis d'accord, PS, tu vois. Je suis d'accord. Oui, C'est non, ce que je veux dire. Après là, c'est pas des extrêmes gauchistes du coup, mais oui. Non, mais justement, je veux Ah oui, dire, oui. je Non, me non, je suis considérais comme d'accord. extrême gauchiste, c'est ça que je disais. Oui. C'est-à-dire, des fois, je vais dire, oh, le gauchiste de merde, parce qu'il va faire un truc de gauchiste nul, Oui, non, mais... de gauchiste mou, quoi. Donc je pense que lui, quand il dit liberal, parce qu'il dit liberal, il dit pas progressiste en VO, il dit... en fait, il parle d'un... J'ai lu les sous-titres. Voilà, donc je pense qu'il parle de... C'est une insulte genre démocrate, tu vois. Oui, d'accord. Mais oui, cette scène, elle est folle d'ailleurs. Bah oui, c'est la scène avec Camrad Josh. Oui. Camrad Josh au téléphone qui... Mais elle est intéressante cette scène-là parce que aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, critiquent en même temps ce côté, les gauchistes. Il faut se rappeler de comment termine le film. Il faut se rappeler que le film se finit avec la fille qui envoie un code au gars qui le pourchasse. Elle lui dit le message codé. Elle se rend compte qu'il n'a pas le code, donc elle identifie le méchant, entre guillemets. Faut ça, donc c'est un truc important. C'est tourné comme une blague, mais comme toujours avec Pitié, c'est à la fois une blague et à la fois un truc Un élément qui sera... un élément important et en même temps quelque chose de dramatique et qui veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, en soi, le code est important. Il aurait dû le retenir. En fait, le truc, c'est qu'on est avec lui parce que là, on se dit merde, il est dans la merde, machin. Mais en fait... moi, le premier réflexe que j'ai, à un moment donné, quand il le rappelle la première fois à la cabine, il dit oui, je suis machin, vous m'avez appelé, bon, quels sont les points de rendez-vous? À l'autre bout du téléphone, ça pourrait être n'importe qui. Oui. Il y a un code à retenir, tu retiens le code. Oui, il faut lire le seul truc manuel du révolutionnaire. c'est le seul truc qu'on t'a dit de faire parce qu'on est dans un monde qui est hostile. En plus, c'est très marrant parce que juste avant, il y a la fille du coup qui est sauvée et qui demande à la personne qui la sauve en disant oh mon père comment il va faire, et la personne lui répond vous inquiétez pas, il est super entraîné. Oui.
2 secondes après, il est affalé sur son canapé en train de fumer. Et il faut qu'il se rappelle juste d'un code et en plus une phrase pas si compliquée à retenir Ouais. qu'il n'a pas réussi à Non, mais retenir. c'est pour ça que je trouve cette scène ultra intéressante. C'est qu'en même temps, on déteste tous comme Rat Josh à ce moment-là, tu vois. Quand t'es Oui. dans le film va tellement vite, t'es tellement pris dans le truc, Bien t'es sûr. tellement sous pression que tu te dis, mais merde, putain, dis-nous. Mais en vrai, ce code-là est important. Comme je disais, on est dans un monde hostile vis-à-vis de ces gens-là. tout Oui, le- même la- dans, le dans- groupe s'est dans- fait dans toute, décimer. l'histoire. Le groupe s'est fait décimer. Les 3/4 sont soit en prison, soit morts. Retiens le code, tu vois. Et justement, ça montre à quel point ce personnage est déconnecté et Ah s'est oui. ramolli avec le temps et a perdu tout contact avec la réalité. Mais il regarde la bataille d'Alger. Il regarde la Donc, bataille vraiment, d'Alger. En fait, il lui reste quand même quelques réflexes Ah oui, intéressants. oui, il lui reste quelques prémices de. Et Jacques Rivette. Et il y avait aussi. Mais d'ailleurs, t'as parlé de la scène où justement Regina Hall réapparaît dans le film, je trouve qui est une des scènes les plus incroyables. Là, pour le coup, c'est une de mes scènes préférées du C'est- film. En fait, ouais, quand Chase Infinity, quand la fille est au bal de son lycée, elle va aux toilettes, Oui, oui. et d'un coup, on entend la musique du Motorola qui Ouais, s'active, oui, c'est- et Regina Hall qui apparaît en c'est- silence. Ouais, c'est exceptionnel. tel un fantôme qui revient 15 ans plus tard. Et c'est parfait parce qu'en plus, il y a ce truc de. Tu te mets à la place de la fille Ouais. qui a dû se dire depuis 16 ans. Mais mon père, il me raconte des conneries. quoi. Il me raconte des Ah, mais- conneries avec ce téléphone et- de et merde là. Tu te mets à la place de la fille et et je trouve ça intéressant d'avoir eu une première partie aussi longue parce que ça dure combien 30-40 minutes avant qu'il y ait l'ellipse 40 minutes. On a 40 minutes d'introduction en fait qui se passe dans le passé. Et en fait là le moment où Regina Hall réapparaît, bah du coup le cœur s'emballe parce qu'on la reconnaît en fait. Ouais, j'ai pas On a Ok, j'ai pas eu cette. Ah ouais, bah, en fait J'ai pas eu ce choc. moi je pensais pas qu'on allait la revoir en fait, tu vois. Et là tu sais que c'est sérieux. C'est-à-dire qu'il y a déjà il y a la musique du Motorola qui se déclenche, donc il y a un truc bizarre et d'un coup il y a Regina Hall qui apparaît dans l'écran. Et là tu sais que c'est Ça fonctionne. D'accord, moi, bon, j'ai pas eu le choc sur le moment, mais je suis d'accord que ça fonctionne. Mais bon, encore une fois, là, je pense que vous allez dire que je fais une fixette, mais. la voix off. La lettre. La lettre. Le faire une fois, d'accord, le faire 2 fois, parce que moi, pendant tout le film, je me suis dit, c'est pas possible. Tout le film, je me suis dit, j'espère qu'il va pas refaire revenir Teyana Taylor. Eh ben il a pas fait. Bah, en quelque sorte, si, désolé, mais en quelque sorte, si, avec Mais cette lettre. quel rapport avec ce que j'étais en train de dire là? Tu fais une fixette. J'étais en train de parler du Motorola et de Regina Hall. Le fait qu'il y ait quelque chose qui revienne. Bon, bref. fait qu'elle réapparaisse. Oui, mais la façon là, oui, mais là ça a du sens. Hmm. Attends, Regina Hall. Ah oui, ça a du sens. Oui, Bah oui. non, ça je dis pas. Oui. Oui, non, mais ça Mais c'est je le fait trouvais. que tu le fais une fois, ça fonctionne, mais que tu le refasses une Mais il a deuxième pas fois, fait réapparaître Teyana Taylor. Pour moi, si. Bah, on sait pas quand est-ce qu'elle a écrit la lettre, on sait pas où elle est, on sait pas si elle est morte, on sait pas. Il a fait réapparaître. Mais bref, c'était pas de ça que je parlais. Oui, c'est pas. Mais non, moi je trouve qu'il y a des scènes. En fait, au contraire, je trouve que c'est intéressant comment il réussit à faire revenir certains personnages dans le. Tu vois, au premier visionnage, c'est pas quelque chose que j'avais pas saisi. Peut-être que j'étais pas. T'es en train de me dire qu'il me faut un deuxième visionnage? Non. Oui, déjà oui. Non, il faut le voir 2 fois, c'est important. Mais tu vois, tu parlais du bouquetin. J'avais pas vu. Enfin, je me rappelais pas que c'était lui au début qui lui donnait les. Si, oui, c'est lui. Qui lui donne du coup justement ce Motorola. Donc, j'avais pas fait le lien avec le fait que c'était le même gars, tu vois, dans le futur. Oui. Et pour l'anecdote, cet acteur-là est compositeur de film et c'est lui qui avait composé la musique de The Sweet East qui était sorti, Ok, super film. il y a pas longtemps. Avec, je crois qu'il travaillait avec Gabriel Yared, je crois, c'était Ok. le nom de l'autre compositeur. Et voilà, donc c'est un compositeur de film pour le Et coup. il y a aussi Dijon, le chanteur, compositeur. Qui est dans Une bataille après l'autre. Oui. Ah bon? Ouais, il est à côté de lui quand il applaudit, quand Teyana Taylor shoot à la mitraillette. Ah, c'est lui? Ouais, c'est Dijon, ouais. D'accord, ok. je savais pas. Qui a D'accord. sorti un super album cette année Oui, et tout qui à a fait. qui a écrit et composé pour pas mal de morceaux des albums de Justin Bieber aussi. D'accord, j'avais pas vu que c'était lui aussi. Mais ok. Ouais. Et Super. non mais il y a toujours il y a plein de c'est toujours pitié, il y a toujours des Oui, rôles secondaires bien sûr. improbables. Bah d'ailleurs il y a Teyana Taylor du coup qui
qui est à la base quand même une chanteuse, Mm. et Jungle Pussy, qui est aussi une artiste, Ok. qui fait aussi de la musique. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il a mis sa playlist à l'écran. Mais ça oui, là. Avoir des rappeurs et mettre Steely Dan en musique. Ça, c'est- Après, Steely Dan, ça fonctionne. Hein. Ah oui. Oh, le morceau de Steely Dan, là, quand il démarre, là, c'est assez incroyable. De toute façon, les BO de Johnny Greenwood. Oui. Johnny Greenwood, là, ce qu'il fait, c'est quand même assez dingue. Tu feras gaffe, c'est du rock par contre. Hein. On rappelle un Flo qui Ah, c'est déteste du le piano, rock. ça va, c'est du piano. Non, mais. Après. Non, mais Johnny la- Greenwood, ce qu'il fait avec son groupe de merde, je déteste. Je rigole. Il fait de la très bonne musique de film, par contre, faut que reste tout seul, Johnny, parce que il Non, te mais, tire vers le bas. t'sais. La musique chez Paul Thomas Anderson, bon, on en Ouais. reparlera aussi dans l'épisode spécial Paul Thomas Anderson, Bien décidément. sûr. Mais la musique, c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans le cinéma de Paul Thomas Anderson. Et encore là, dans une bataille après l'autre, elle est jamais de trop. Ouais, Alors on pourrait. Elle est très, très présente, elle est ouais. très très présente, mais non, elle est jamais de trop. parce que. Ça fonctionne même. Encore une fois, on parlait du piano. Je parlais du piano tout à l'heure, mais le piano, le moment du piano, donc c'est toute la séquence avec Benicio del Toro quand DiCaprio arrive dans la maison. Ça dure, mais je crois que ça dure 15-20 minutes ce piano. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il est très très long. Mais ça fonctionne, et ça c'est dingue. Et c'est dans mes souvenirs, c'est une mélodie par touche où on a l'impression en fait qu'il y a 3 ou 4 notes de piano en fait qui se désaccordent et qui, alors je glose, je vais beaucoup plus loin, je pense qu'il n'y a aucun lien entre les deux, mais qui m'ont un peu fait penser à la musique des Galperines qu'ils avaient faite pour Faute d'amour de Andrei Zvagintsev et qu'on avait retrouvé aussi dans l'événement, c'était le film de Audrey Diwan. Oui. Parce que du coup c'est les mêmes compositeurs qui ont fait la même musique pour l'événement, et je trouve qu'il y avait un peu ce même système là de finalement, à chaque personnage qui apparaît ou à chaque mouvement de caméra, et je pense notamment à un mouvement en panoramique où quand on quitte DiCaprio pour aller avec Benicio del Toro dans le couloir qui lui fait passer les immigrés mexicains dans les escaliers, où en fait tout d'un coup on passe de 2 notes de piano, donc DiCaprio et Benicio del Toro, et tout d'un coup en fait il y a plusieurs notes d'un coup, comme si finalement il y avait plusieurs destins qui s'entremêlaient au sein d'une même au sein d'un même mouvement, et je trouve que c'est hyper bien pensé, évidemment de la part de Paul Thomas Anderson, parce que politiquement ça raconte quelque chose, et à nouveau que DiCaprio en fait c'est un pion quoi, et que finalement tout ce qu'il y a autour de lui est bien plus grand que lui, et d'une certaine manière ça raconte aussi à quel point Paul Thomas Anderson est hyper malin dans son propos et dans la manière dont il gère finalement ses personnages et son espace par rapport aux personnages. C'est clair. Et le fait que DiCaprio, en fait, c'est fou d'être le boulet de sa propre histoire. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, totalement. c'est ton histoire, Parce c'est ton que- problème, et tu en es toi-même le boulet pour les. C'est toi qui tires les autres vers le bas. quoi. Le running gag du chargeur de téléphone, Mais ça, c'est dingue. incroyable. Et je ne C'est comprends dingue. pas pourquoi j'étais le seul à rire dans la salle Ah quand. ouais, non, mais c'est. À un moment, moi, je- Benicio del Toro, ils entrent, c'est le moment où ils sont poursuivis par les flics, donc ça va à 200 à l'heure, et DiCaprio veut absolument charger son téléphone, alors que Benicio del Toro lui dit non, on avance, on bouge, faut qu'on bouge et tout. Ils arrivent dans un magasin, la boutique, ouais. et il y a un jeune qui est sur son téléphone, et il est juste devant Leonardo DiCaprio. DiCaprio essaye de charger son téléphone, et Benicio del Toro hurle sur le jeune et dit « Get off the phone now, get on !» Oui. Et DiCaprio derrière, il fait « I'm not on the phone, I'm not on the phone !» Il croit qu'il se fait hurler dessus alors qu'il ne parlait pas à lui. Et il y a un truc, t'es vraiment un enfant, enfin un truc de... Enfin, cette scène, vraiment, je trouve ça incroyable. C'est trop Le timing fort, comique. mais même On le peut truc après. Pardon. Non, vas-y. Non, mais même après le truc avec le rideau. Enfin, tout Mais un oui, moment il fait- où le il fait- essaie de il- remettre le rideau, mais le truc qui se Il casse fait la gueule, un truc. qui s'allonge sur le canapé. Ouais. Il n'y a rien qui va. Il Et, n'y a rien non, qui mais- va. et c'est... Tout ce qu'il fait, il se loupe. Parce que c'est vrai qu'on on parlait... c'est quand même peut-être le film le plus drôle de Pitié, je pense, de toute sa filmographie. Il y a toujours de l'humour dans les films de Pitié. Ouais. Sauf Ouais. dans... Magnolia, c'est trop drôle. Non, mais il y a des moments drôles, en vrai, dans Magnolia. Non, mais il y a des blagues. Mais si, le petit, il est marrant. John C. Reilly, c'est un peu marrant. Tu vois, c'est un peu... C'est gauche, ouais. Ouais. Il y a des trucs qui sont marrants malgré. Enfin, Oui, le il y a- personnage il y a de Tom l'ironie, on va Cruise dire. est tellement absurde. Voilà, par aussi, exemple, que typiquement, ça pourrait être des Oui. scènes de comédie, les Oui, monologues de totalement. Tom Cruise, quoi. oui, oui. Ça pourrait être dans un film, ça pourrait être un personnage de Will Il y a Ferrell, des tu vois. très bonnes vannes sur Tom Cruise dans Une bataille après l'autre. Bien aussi, sûr. Évidemment. Donc, Tom fucking Cruise. Mais- Non, mais c'est vrai que
que de grandes idées. Et c'est vrai qu'on rit beaucoup dans le film, quoi. Ah oui, Enfin, non, en mais tout cas, clairement. moi, Ah, j'ai mais trouvé c'est- ça assez fou. Je trouve que Pitié, comme voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la comédie. Et c'est vrai que dans ses films, on sent que des fois, Inherent Vice aussi, qui était un film très très drôle, mais il y avait moins de blagues. Enfin, en tout cas, il y avait moins c'est de de. l'humour plus noir. Je trouve que là, il y a vraiment un truc de rire, encore une fois, un peu grand public, où il y a des scènes où tout le monde va rire, quoi. Ah oui, totalement. C'est Mais c'est ça, de l'humour simple, vraiment presque slapstick de DiCaprio qui est en Chaplin, quoi. Avec son corps, sa robe de chambre qui va partout, son bonnet, son costume, quoi. En fait, c'est Il un. tombe du toit. C'est l'énergie de DiCaprio dans le film. Moi, m'a beaucoup fait penser à The Big Lebowski des frères Cohen, avec Oui, ce oui, peignoir, énormément, bien sûr. évidemment ce joint fumé avec des pinces crocodiles, un truc qui est totalement Big Lebowski, et surtout de ce que raconte Big Lebowski, à savoir finalement ces types, c'est des anticonformistes dont tout le monde Ouais. se fout, quoi. Mm. Et d'une certaine manière encore plus loin et encore plus vicieux dans Social Network, quand il débarque pour aller voir Peter Thiel, je crois, où Justin Timberlake donc Sean Parker dit à Mark Zuckerberg, Alice Eisenberg, vas-y en peignoir et en claquette, tu vas voir, comme ça tu vas montrer que t'es le patron. Et en fait, d'une certaine manière, c'est un peu ça aussi dans le truc, quoi, Ouais, des mecs qui sont isolés, et finalement c'est des anticonformistes dont tout le monde se fout. Et ça rejoint ce truc de quand Sean Penn élabore sa mission au début pour aller chercher sa fille et DiCaprio, il dit clairement il faut liquider Bob. Ouais. Il n'en est jamais question dans le reste du film. C'est-à-dire que c'est DiCaprio vrai est tout c'est seul, vrai quoi. que- Il y a des flics qui le pourchassent, mais c'est vraiment secondaire. Ouais, Enfin, c'est- oui, c'est chiant, effectivement, parce qu'il se fait choper pour pas grand-chose. Il se fait pourchasser pour un truc, voilà, qui est légitime et qui, normalement, ne devrait pas avoir lieu d'être. Mais en vrai, ce qu'il y a autour de lui est beaucoup plus grand que lui. Oui, bah Et oui. pourtant, on le suit, lui, en train de galérer. Et Même c'est ça qui est assez rigolo. Ouais, même la manifestation qu'il y a dehors, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout un truc autour qui se passe. Encore une fois, DiCaprio est à côté de la révolte, quoi. Oui. Il veut en faire partie, mais il est complètement à côté, quoi. Oui, C'est-à-dire à un qu'au moment donné, moment il où- garde quand il est sur le toit, il le garde. C'est-à-dire qu'en il fait, regarde ce qui se passe. la manif, la révolte qui se passe dehors à ce moment-là, c'est de sa faute un peu. Parce qu'ils viennent le chercher. Et lui, il fait n'importe quoi. Et du coup, même le fait qu'ils envoient du coup le flic infiltré là pour pourrir, Ouais, pour envoyer foutre le feu. pour foutre le feu pour commencer la répression, c'est pas aussi parce qu'il cherche le personnage de DiCaprio, j'ai oublié son nom, Bob Ferguson. Il cherche Bob Ferguson depuis le début, quoi. Donc il y a un truc où c'est un peu le chat noir. C'est vrai que c'est un peu un gamin, partout où parce il que va. je repense à cette scène où il suit les skateurs sur le toit, là, où il est comme un gamin. Il s'excite comme un gamin d'un coup, genre d'un coup il a une montée en puissance en lui, jusqu'à la chute. Mais à chaque fois qu'il crie Vive à la Révolution, il Oui. y a un truc où la voix déraille. Oui. Tu sens qu'il a envie d'y mettre de l'intensité, mais qu'il est ridicule. En fait, t'y crois pas une seconde. C'est ça, exactement. Mais je trouve que c'est quand même un personnage. Ah, mais le personnage de DiCaprio est extraordinaire. Même, je trouve que après là, Paul Thomas Anderson, je trouve sur ses derniers films, il avait quand même beaucoup resserré ses récits sur 2-3 personnages maximum. C'est vrai. Alors qu'au début de sa carrière, on était quand même sur des films, c'est des films choraux avec 7-8 personnages principaux qui sont également traités. Enfin, c'était assez dantesque. Bah, surtout Magnolia et Boogie Nights. Magnolia, Boogie Nights. Et là, je trouve on revient à un truc un petit peu plus choral Ouais. de Pitié. C'est Même vrai. si au final, ça reste très focus sur la relation père-fille, on va dire. On a quand même, je trouve qu'il fait quand même vivre tous les autres personnages autour. Sensei Sergio, qui est interprété par Benicio del Toro, c'est un personnage enfin, tout est là, quoi. Toute sa vie, je pense qu'il est 25-30 minutes à l'écran, grand maximum dans le film, mais enfin. si on additionne ces scènes. Mais pourtant, on a tout. La mythologie du personnage est créée très vite. Après, c'est amené aussi par des acteurs qui sont incroyables. C'est Benicio ça, del Toro, je pense que c'est le second rôle le plus efficace Et ça, du finit, cinéma. et ça finit comment? Il le fait danser. Bien sûr, par une Il le belle fait danse. danser comme Adam Sandler dans Punch Drunk Love, bordel. C'est ça. On aurait voulu une lettre de Benicio del Toro à la fin, en fait, pas de Teyana Taylor. Ah, ça, j'aurais adoré. Non. Un retour de Benicio del Toro. Non, parce que la fin avec Benicio, elle est parfaite. La fin de Benicio est parfaite. Mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je pense que oui, quand même, parler un peu de la fameuse scène de la route.
C'est vrai, j'ai C'est vu un- tellement de choses dessus que c'est vrai On peut que en parler brièvement au moins, même si tout le monde en parle. Vas-y. Tout le monde dit que c'est le plan, le sol est à toi. c'est le plus gros, le plan le plus légendaire de l'histoire du cinéma, d'après certains. Jamais dans l'abus. Euh... Non, je trouve que la scène de la course poursuite, ça restera une scène dans l'histoire du cinéma. Ça, j'en ai une Oui, mais certitude. c'est une trouvaille folle. C'est dingue déjà d'ailleurs que ce soit le premier film à l'avoir utilisé. Je sais pas si. C'est ça en fait. Il a une trouvaille visuelle Ouais. assez exceptionnelle. Comment tu veux rendre une course poursuite avec autant de tension, avec les regards dans les rétros, tout ça? Bah, tu mets une route j'allais dire des dodanes, non. Sans vrai. Tu mets une longues route bosses. avec des bosses. Mais c'est sûr. En Et plus, c'est trop bien. mais en plus, ça utilise vraiment le territoire dantesque américain, quoi, où t'as vraiment. En fait, je pense que c'est le seul endroit sur Terre où tu peux avoir une course-poursuite entre 3 voitures sur une ligne droite, quoi. Mais oui. C'est-à-dire qu'en ça, il n'y a pas de virage, c'est une ligne droite. C'est-à-dire que Ah oui. la route est tellement dantesque, les montées, les descentes, que tu peux. Et ça rend visuellement le truc exceptionnel parce que bah, des fois, tu vois la voiture qui te poursuit, sur un dixième de seconde. Enfin, il y a tout un sens du timing aussi. Ou bah, parce que à un moment T, t'as une voiture qui est au-dessus d'une bosse et l'autre qui arrive sur l'autre bosse. Et bah, tu la vois dans le rétro. Mais c'est une trouvaille, mais je trouve vraiment formidable. Et c'est pour moi, la meilleure scène du film. Je pense. Oui. Oui. Voilà. Mais après, moi, j'aime beaucoup aussi la première course-poursuite qui se passe dans la première partie du Oui. film, quand il s'évade du braquage de banque, Et là où très Perfidia bien tue. mise en scène aussi, ouais. Cette scène, bon, la ref à French Connection de Friedkin est peut-être trop présente. C'est vraiment, j'avais vraiment l'impression de voir cette fameuse scène de course-poursuite dans French Connection sans musique, très réaliste. Bon, là, je pense qu'ils avaient pour le coup les autorisations qu'ils n'avaient pas à l'époque de French Connection. Je pense que c'était plus cadré. Mais il y a vraiment un truc de brut. Et je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Tanguy, sur comment la façon dont il filme la mort de Alan Haim, mais de comment il filme aussi la gravité qu'il met dans cette scène de course-poursuite-là, la gravité des accidents, la gravité des arrestations, de à quel point c'est quand même une tragédie que ces gens-là se soient fait arrêter, quoi. C'est en ça que je trouve qu'il les aime quand même un peu. C'est la façon dont... En fait, s'il les aimait pas, il les aurait ridiculisés comme il ridiculise un petit peu DiCaprio dans le film, c'est-à-dire qu'il aurait fait « Oh, il court, une glissade, machin ». Là, on a vraiment... Tiana Taylor, dans le film, elle court... J'ai jamais vu quelqu'un courir aussi vite. Ah oui, je suis d'accord. C'est Ah oui, totalement. C'est incroyable comme elle court vite. C'est assez fou, oui. Mais ok, mais je comprends. Mais exactement. voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. Et c'est vrai qu'on a 2 scènes de course-poursuite assez folles, Ouais, non, mais, dont une monumentale, celle de fin. mais bien sûr, encore une fois, Et- une entre- trouvaille visuelle assez dingue. Et entre tout ça, énormément de courses-poursuites, même à pied, qui sont Ouais. folles. Ouais. On parle de la scène du toit, en vrai, elle est dingue parce que le moment où il saute de toit en toit et puis la chute, elle est assez folle cette chute, quoi. C'est vraiment Mais en plus, DiCaprio on peut- tombe du toit, il tombe dans un arbre. C'est une chute qui sort de nulle part parce qu'il n'y a même pas d'insert. Il n'y a même pas Mais d'insert sur il se prend les pieds quelque part, un truc comme ça, il tombe. Parce que au Il début, n'y a même pas de raison de tomber, quoi. parce qu'en plus, C'est- au début, tu te dis, bon, DiCaprio, dans l'état où il est, vraiment, il va commencer à. Oui, qui est essoufflé dès le départ. Mais oui, C'est-à-dire que tout le monde saute et lui, tu dis dès le vraiment, deuxième obstacle. Il va réussir à sauter les trucs comme ça. Puis au final, il commence à. Tu vois, il s'excite et tout. Tu fais, oh, bah, peut-être. Puis là, bon, d'un coup. Oui, puis c'est vraiment marrant qu'il n'y ait pas d'insert. C'est-à-dire que tout d'un coup, changement d'axe. Poum. Oui, non, c'est vrai. Non, c'est Ouais, trop bien. c'est du slapstick. À ce niveau-là, Et en même temps, il survit. Ce qui est un truc. Oui. En fait, Parce du coup, que comme c'est c'est filmé. très haut quand même. C'est filmé très simplement, comme tu dis. C'est du coup, on se rend pas compte qu'il tombe de 15 mètres. Et à un moment donné, quand le skater appelle Benicio del Toro pour lui dire il est tombé, et il dit ouais, je sais même, il est tombé, je sais même pas comment il fait pour être encore, je sais pas comment il a survécu. Il s'est fait arrêter par la police, quoi. C'est. Wow. Mais trop intéressant de voir comment le bras long de Benicio del Toro aussi, qui arrive à choper l'infirmière qui va le faire sortir à l'hôpital. Enfin, le réseau de ce personnage-là qui est proche de sa oui. communauté.
Oui, qui lui dit, Ah et qui lui dit on fait un de s'arrêter selfie, pour alors. faire un selfie. Mais ça aussi, c'est marrant. Même à la fin, il y a une petite scène avec le téléphone. Alors, encore une fois, à la fin, voilà, je l'aurais zappé. Mais je pense que vous l'avez entendu. sent que ça commence à changer un peu. Attention. Ah, t'adores. Mais j'ai bien aimé la petite scénette entre DiCaprio et sa fille sur le téléphone, avec DiCaprio qui n'arrive pas à utiliser un téléphone, Oui. parce qu'il n'a jamais utilisé de téléphone de sa vie. Donc juste avant, avec Benicio del Toro, il comprend. On lui demande un selfie, je sais même pas sûr qu'ils comprennent le terme. Mais bon, c'est assez marrant. Il y a toute une histoire avec les téléphones aussi dans ce film. Ouais. Non, c'est. Et d'ailleurs, ouais, comme Eddie Cohn mettait beaucoup le téléphone au centre Ah ouais, moi du je récit. peux faire beaucoup de parallèles avec Eddington. Il y a beaucoup de parallèles à faire, mais. Mais Paul Thomas Anderson n'est pas Ari Aster, et Ari Aster n'est pas Paul Thomas Anderson. C'est vrai ça. à part si on nous a menti peut-être. Peut-être que c'est la même personne, en fait, on sait pas. J'attends Hérédité de Paul Thomas Anderson. Je suis sûr que Paul Thomas Anderson pourrait réussir tout. Un film d'horreur de pitié, je suis sûr que ça vaudrait J'ai du pas coup. envie. J'ai pas envie parce que J'ai les pas films envie. d'horreur- Déjà, la lettre, ça m'a saoulé. Je suis pas sûr qu'il en regarde. Non. Mais j'espère qu'il va revenir sur un truc un peu plus peut-être intimiste sur le prochain film. Je sais pas. C'est possible, hein, de toute façon, il aime bien faire des ruptures entre ses films. Ouais, C'est- clairement. Même si, ouais, là on est un peu dans la même lignée que les Chorus Pizza Ah, formellement. je sais pas. Je trouve pas. Hein. Ah ouais. Sur Bah, là, je te parle vraiment au niveau de la forme. ouais, pur. je trouve que Licorice Pizza, c'était beaucoup plus. Là, on est quelque chose de beaucoup plus Sérieux millimétré. Ah, Je trouve que Licorice Pizza, on avait plus on en parlera dans un Oui, on dans en un autre parlera, dans l'épisode c'est qui vrai. suit. N'hésitez vrai, pas à c'est vous vrai, c'est abonner à écouter l'épisode sur Donc, Paul Thomas Anderson, on reviendra s'avance. plus en longueur. on s'avance. Voilà. Nous, on va se laisser. Ouais. 1h06, C'est parfait ça. On va se laisser sur une bataille après l'autre. Dites-nous ce que vous en avez pensé, hein, bien sûr. Non pas qu'on lise et qu'on en a quelque chose à faire, mais quand Waouh. je plaisante. Insultez-moi sur. Je suis dans la provoque, moi je suis un punk. Insultez-moi quand je parle de la scène de fin, y a pas de souci. Ah, voilà, la lettre. Qu'en avez-vous pensé de la lettre? Venez me chercher. Bien sûr. Ah, mais en tout cas, Faire merci. revenir Teyana Taylor. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci beaucoup. Et on se retrouve. Et merci Tanguy. Merci. Quand Bah, même, bien sûr, attends. Ah, pardon. On se retrouve très vite pour le des films de pitié où on revient sur toute sa filmographie. Ouais. On va approfondir tout ça. Merci Tanguy d'avoir été là avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci au Gap. Merci à toi De rien. pour l'invitation. Et à la semaine. À Merci, bientôt. Merci à à bientôt. Flo aussi. Et bon courage. Et viva la révolution.